Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te propose d'explorer un des concepts les plus révolutionnaires de la psychologie, celui des mindsets. Plus particulièrement, tu vas apprendre comment modifier ton état d'esprit de façon à améliorer tes performances, ton apprentissage et à développer certains domaines clés de ta vie. Pour cela, nous explorerons deux états d'esprit antagonistes, le fixed mindset et le growth mindset, et nous verrons comment l'adoption de ce dernier pourra t'aider à transformer ton quotidien. Puis nous verrons comment le growth mindset peut être utilisé en synergie avec le stress is enhancing mindset, qui t'invitera à voir le stress non plus comme une demande supplémentaire, mais bien comme une ressource. Alors si tu t'es déjà senti découragé face à l'échec, ou si tu vois le stress comme quelque chose de négatif que tu dois éviter à tout prix, alors cet épisode est pour toi. Attends-toi à apprendre comment voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Pourquoi est-ce que dire à quelqu'un qu'il est talentueux ou intelligent nuit à ses futures performances? Comment utiliser le stress comme un allié? Pourquoi est-ce que les gens se sabotent pour échouer? Comment rencontrer de nouvelles personnes? Pourquoi est-ce que personne n'ose commencer des discussions profondes? Comment changer d'état d'esprit peut révolutionner ton quotidien? Et comment te détacher de tes narratifs? Et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras tous les outils nécessaires pour adopter un growth mindset, faire du stress ton allié et améliorer ta vie sociale, scolaire, professionnelle et sportive. Tu seras capable de voir l'échec et la difficulté comme des opportunités d'apprentissage. Cet épisode est basé sur le livre Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite de Carol Dweck et sur le livre 10 to 25, The Science of Motivating Young People de David Jagger. Je ne peux que t'encourager à les lire si tu veux creuser un petit peu plus les concepts que l'on va aborder aujourd'hui. J'espère que l'épisode te plaira et que tu en tireras un maximum de bénéfices. Amuse-toi bien et encore merci pour ta curiosité. Dans le cadre de cet épisode, nous verrons deux états d'esprit antagonistes, le fixed mindset et le growth mindset. Et nous verrons pourquoi tu devrais privilégier le développement d'un growth mindset. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mindset? Un mindset ou un état d'esprit est défini par la chercheuse Alia Crum comme un cadre mental qui sélectionne les informations à organiser et à encoder. Cette définition met en valeur le fait que notre état d'esprit sélectionne les informations que l'on va percevoir. Un mindset désigne un ensemble d'idées, d'attitudes et de croyances qui façonnent la manière dont tu perçois et interprètes le monde. Il s'agit d'une grille de lecture influençant non seulement la signification que tu accordes aux événements, mais aussi les actions que tu entreprends en réponse. En d'autres termes, il définit la fenêtre au travers de laquelle tu appréhendes la réalité et donc dicte la manière dont la réalité sera perçue. Chaque seconde, notre système nerveux est bombardé par des milliers d'informations externes, comme des informations visuelles, auditives, ou des informations internes, comme les battements du cœur ou des informations sur la digestion. Si nous n'avions pas une structure permettant de hiérarchiser ces informations au niveau de la conscience, nous serions incapables d'évoluer dans notre vie de tous les jours. Nous serions submergés par des informations inutiles par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. L'état d'esprit nous permet de modifier le poids des informations, d'orienter notre système perceptif et donc de guider nos actions. Il nous permet de simplifier notre monde et d'agir uniquement sur une certaine partie des informations. L'état d'esprit fixe se caractérise par la conviction que nos compétences et nos capacités sont immuables. Une personne adoptant cette mentalité croit que si elle échoue dans un domaine, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas faite pour cela. Cette perspective mène à une résignation face aux échecs et aux difficultés, avec l'idée que quels que soient les efforts déployés, rien ne pourra changer ses aptitudes. À l'opposé, le mindset de développement ou growth mindset repose sur la croyance que les capacités humaines ne sont pas fixes, mais peuvent évoluer avec le temps grâce aux efforts, à l'utilisation de stratégies appropriées et au soutien d'autrui. Il est important de noter que cette approche n'affirme pas de manière utopique ou naïve que tout est possible simplement en travaillant dur. Plutôt, elle suggère que le potentiel de chacun peut s'épanouir à condition d'évoluer dans un environnement favorable et de bénéficier de l'accompagnement nécessaire. Cette vision est particulièrement séduisante car elle s'oppose au pessimisme inhérent à l'idée d'une destinée figée, qui peut s'avérer profondément démotivante. Notre état d'esprit inclut de nombreux narratifs qui, la plupart du temps, agissent de façon inconsciente. Lorsque tu rencontres une opportunité pour devenir meilleur en sport, en musique ou dans n'importe quel domaine, tu ne t'arrêtes pas pour te dire
Tiens, quel est l'état d'esprit qui guide ma perception vers ces informations? Non, tu penses en narratif. Et ces narratifs sont directement liés à ton identité. Par exemple, pour prendre mon cas, je suis un très mauvais danseur. J'ai donc associé une valeur négative à ma capacité à danser et je l'ai intégré à qui j'étais. Et les informations que je perçois, si je me mets à danser, vont être en relation avec ce narratif. Je vais avoir l'impression que les gens me fixent, un rire deviendra la preuve que je me donne en spectacle. L'ensemble des informations perçues ira dans le sens de ce narratif et servira à le renforcer. Une expérience illustre parfaitement comment nos croyances, nos narratifs guident nos perceptions et l'interprétation de celles-ci. Des chercheurs ont fait de fausses cicatrices sur le visage de participants qui allaient se faire interviewer. Puis, ils leur ont dit que le but de l'expérience était de voir s'ils seraient victimes de discrimination à cause de ces cicatrices. Seulement, juste avant de partir pour l'interview, les chercheurs prétextent le besoin de faire une dernière retouche sur les cicatrices et les effacent complètement. Or, le participant n'a pas l'occasion de voir son reflet et pense donc toujours les avoir. À la fin de l'interview, il demande aux participants s'ils ont remarqué des comportements bizarres de la part du journaliste. Et tous les participants, je dis bien tous les participants, commencent alors à décrire comment est-ce que le journaliste a fixé leurs cicatrices, comment est-ce que les cicatrices l'ont mis mal à l'aise, et même comment est-ce qu'il est allé jusqu'à faire des remarques déplacées ou des blagues par rapport aux cicatrices. Cela nous montre bien avec quelle force notre état d'esprit structure notre perception. Heureusement pour nous, la plupart de ces narratifs sont à portée de main et peuvent être découverts en prenant un peu de recul sur la situation. Et ce n'est pas la manière dont nous agissons la plupart du temps. Le growth mindset permet de questionner ces narratifs en nous rappelant, face à la difficulté ou l'échec, de prendre un pas de côté et de questionner la situation dans son ensemble. D'ailleurs, plus tard dans l'épisode, nous verrons quelques exemples de questions que tu pourras te poser afin de te détacher de tes narratifs. Il est essentiel de comprendre que chacun de nous oscille entre ces deux types d'état d'esprit en fonction des domaines de notre vie. Dans certains domaines, nous adoptons un growth mindset, nous fournissons des efforts soutenus, nous acceptons l'échec comme une opportunité d'apprentissage et nous persévérons malgré la difficulté. En revanche, dans d'autres sphères, la moindre critique ou difficulté peut nous amener à nous effondrer, à abandonner, voire à fuir. Il est donc crucial d'identifier ces zones où nous adoptons un fixed mindset, de réfléchir aux raisons profondes qui nous poussent à percevoir certaines compétences comme essentielles à notre identité, et de commencer à envisager des moyens concrets pour progresser dans ces domaines. Le growth mindset ne signifie pas non plus que tout ce qui peut changer devrait changer. On doit accepter certaines de nos imperfections, notamment celles qui n'ont pas de grosses conséquences négatives sur notre quotidien ou sur celui des personnes qui nous entourent. Avant de plonger dans les détails de ces deux états d'esprit, j'aimerais commencer par un petit peu d'histoire. Dans les années 60, le psychiatre Aaron Beck a fait une découverte essentielle en observant ses patients. Leurs croyances étaient souvent à l'origine de leurs problèmes psychologiques. Avant chaque épisode d'anxiété, une pensée fugace traversait leur esprit. Bien que ces pensées fussent souvent inconscientes ou rapidement oubliées, elles guidaient les émotions et les comportements de ses patients. Beck a alors entrepris de leur apprendre à identifier ces pensées automatiques, en les invitant à les examiner de manière critique. À force de répétition et d'analyse, les croyances de ces patients se sont modifiées, entraînant une amélioration de leur état. C'est ainsi que les thérapies cognitives ont vu le jour. Que nous en soyons conscients ou non, nous sommes tous influencés par des pensées qui réagissent aux événements que nous vivons, à nos actions et aux interactions avec notre environnement. Le problème survient lorsque ce mécanisme devient excessif, conduisant à des interprétations extrêmes des situations. Cette surinterprétation des événements déclenche des réponses émotionnelles disproportionnées telles que la colère, l'anxiété, la dépression ou encore un sentiment de supériorité. Un exemple révélateur pourrait être celui d'une personne dont le conjoint ou la conjointe a oublié de faire la vaisselle. Dans ce cas, l'interprétation appropriée ne serait certainement pas de remettre en cause toute la validité du mariage. Cependant, les personnes souffrant de dépression ont tendance à remonter rapidement dans la hiérarchie de leurs valeurs, remettant en cause des éléments fondamentaux de leur existence à la moindre difficulté. Ainsi, un oubli banal comme ne pas vider la poubelle peut déclencher une cascade de pensées destructrices, allant de « j'ai encore oublié de vider la poubelle, je suis incapable de faire quelque chose correctement, personne ne peut me faire confiance. Je déçois constamment les autres, je suis un mauvais ami, je suis un poids constant pour les gens qui m'entourent et je le serai toujours,
personne ne pourra jamais me faire confiance. Ce type de schéma de pensée illustre la manière dont les croyances dysfonctionnelles peuvent façonner et exacerber les souffrances psychologiques. Les thérapies cognitives visent à aider les individus à formuler des jugements plus réalistes et optimistes, en modifiant la manière dont ils perçoivent et interprètent les événements de leur vie. Cependant, bien que ces thérapies soient efficaces dans la correction des distorsions cognitives, elles ne modifient pas fondamentalement l'état d'esprit sous-jacent des patients. Ces derniers continuent d'évoluer dans un cadre mental où le jugement de soi et des autres demeure omniprésent. Ces thérapies ne viennent pas remettre en cause l'axiome fondamental selon lequel nos traits de caractère seraient figés et immuables. Par conséquent, les individus persistent à s'évaluer, souvent de manière critique, en fonction de ces traits perçus comme statiques. Si les thérapies cognitives apportent indéniablement une aide précieuse, elles laissent apparaître une lacune. Elles n'attaquent pas la racine de l'auto-évaluation constante, qui repose sur cette croyance implicite en la fixité des traits personnels. Ainsi bien que bénéfiques, elles ne constituent qu'une partie de la solution globale. Aujourd'hui, nous allons voir une autre partie de la solution. Je vais t'inviter à remettre en cause certains de tes narratifs et te montrer comment regarder tes faiblesses et tes échecs sous un nouvel angle. Pour cela, commençons par voir en détail ce que l'on veut combattre. Pourquoi adoptons-nous un état d'esprit figé? À quoi est-ce qu'il sert? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Et surtout, pourquoi est-il si séduisant? Nous vivons dans une société qui glorifie les réussites sans effort. Nous érigeons en héros ceux qui semblent dotés de capacités surhumaines, ce qui renforce l'idée qu'une certaine élite possède des qualités intrinsèques inaccessibles au commun des mortels. Cela justifie non seulement leur succès, mais aussi notre incapacité à atteindre de tels sommets. Ce récit culturel, profondément ancré, favorise l'adoption d'un mindset fixe, car il permet à chacun de se réfugier dans l'idée d'avoir une essence immuable qui détermine sa valeur. C'est un mensonge confortable, croire que tu as quelque chose de spécial, d'inné, qui te définit et qui te donne de la valeur. En réalité, qu'importe tes dons, qu'importe tes talents, tu devras travailler chaque jour pour développer ton potentiel, petit à petit, dans la douleur et l'effort. En situation de crise, face à l'échec, le fixed mindset devient un bouclier psychologique. Il permet de nier la réalité, de maintenir une image de perfection, même lorsque des aspects de ta vie s'effondrent, et de repousser tes responsabilités sur des facteurs externes. Tu peux donc échouer tout en maintenant un sentiment de supériorité et l'impression d'être spécial. Tu sacrifies ta croissance au long terme contre une satisfaction immédiate. Morgan McCall, dans son ouvrage High Flyers, explique cette tendance en ces termes. Je cite: « Malheureusement, les gens aiment souvent ce qui va à l'encontre de leur croissance. Ils aiment utiliser leurs points forts pour obtenir des résultats rapides et spectaculaires, même si cela ne leur permet pas de développer les compétences dont ils auront besoin plus tard. Les gens aiment croire qu'ils sont aussi bons que tout le monde le dit, et ne prennent pas leurs faiblesses aussi sérieusement qu'ils le devraient. Ils n'aiment pas entendre de mauvaises nouvelles ou être critiqués. Il y a un risque énorme à abandonner ce que l'on fait de bien pour tenter de maîtriser quelque chose de nouveau. » Fin de citation. Les personnes avec un état d'esprit figé prennent du plaisir uniquement quand les choses leur viennent facilement. Dès que cela devient trop difficile, dès qu'elles ne se sentent plus intelligentes ou talentueuses, leur intérêt disparaît. L'échec devient dangereux, il devient une preuve de leur normalité. Ainsi, elles préfèrent ne pas tout donner dans leur travail. Pourquoi? Parce que si elles échouent, elles peuvent toujours dire qu'elles auraient pu réussir. Ce n'est pas vraiment elles qui ont échoué. Elles auraient pu faire mieux. Cet état d'esprit leur permet de sauver la face. Il leur offre une porte de sortie. Pourquoi cet échec est-il si terrifiant? Pour deux raisons. Premièrement, ces personnes croient que les génies réussissent naturellement et sans effort. Ainsi, travailler dur vient remettre en doute leur talent qu'elles considèrent comme immuable. Deuxièmement, cela leur permet de garder une excuse. J'aurais pu réussir si seulement. C'est un système de défense, une illusion qui les protège de la vérité brute et dure. Le talent seul ne suffit jamais. Le mindset fixe crée également l'illusion que l'on peut tout savoir sur soi-même, et ce, de manière définitive. Cela peut être réconfortant. Il te rassure en te murmurant dans l'oreille. C'est bien plus facile de te concentrer sur ce que tu sais déjà faire, là où tu excelles. Alors, ne t'aventure pas hors des sentiers battus. Ne tente rien de nouveau. Cette mentalité t'offre un sentiment de contrôle tout en évitant l'inconfort de la croissance. Après tout, pourquoi se risquer à autre chose? Et tu t'en doutes, un tel état d'esprit et le confort qu'il apporte viennent avec un prix. Dans un mindset fixe, chaque échec ou défaite devient une définition immuable de qui tu es, de ta valeur. Tout se résume au résultat final.
Si tu échoues, tout est fini. Si tu n'es pas le meilleur, tu n'es rien. Tu vis dans la peur permanente de perdre un label positif, ou pire encore, de mériter un label négatif. Dans un état d'esprit figé, les étiquettes sont éternelles. Recevoir une bonne étiquette te plonge dans la peur constante de la perdre. Recevoir une mauvaise étiquette te fait croire que tu la mérites pour toujours. C'est un piège psychologique qui façonne ton dialogue interne. Je suis incapable, je suis un mauvais ami, j'ai toujours été comme ça et je le serai toujours. Chaque information, chaque événement devient une preuve de ta valeur ou de ton incompétence. A l'inverse, le growth mindset permet d'apprécier la valeur du processus, indépendamment du résultat. Or, il est impossible de progresser si l'on croit que le succès des autres est entièrement dû à des dons naturels, que nos échecs nous définissent et que l'effort est réservé à ceux qui manquent de talent. Avec cette mentalité, on développe un ressentiment profond envers la réussite des autres, rongé par la jalousie. Ce mindset pousse à croire que le monde nous doit quelque chose et que si nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur, c'est la faute des autres. Cela génère de la colère, particulièrement envers ceux qui réussissent. Le seul moyen qu'il reste pour remonter l'estime de soi est donc de se comparer à ceux qui réussissent moins bien. Et cela entraîne le développement d'un dédain pour tous les autres que l'on juge inférieurs à nos capacités. Après tout, eux aussi sont condamnés à rester comme ils sont, inférieurs à moi. Nous avons vu comment un état d'esprit fixe se développe, ce qu'il apporte et surtout ce qu'il promet de négatif. J'aimerais maintenant faire une petite parenthèse sur le mouvement de l'estime de soi, qui est un mouvement pathologique qui encourage le développement d'un fixed mindset. Le mouvement de l'estime de soi incite les individus à abaisser leurs standards et à se complaire dans leur situation actuelle, valorisant leurs capacités présentes comme si elles étaient inéluctables et surtout aux dépens de leur potentiel. Ce mouvement renforce un mindset fixe en enseignant aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes que le monde devrait s'adapter à leurs besoins plutôt que l'inverse. De plus, il encourage une focalisation sur soi, sur ses capacités et ses besoins, renforçant ainsi une introspection excessive qui est cliniquement associée à des symptômes dépressifs. L'accent mis sur l'estime de soi favorise également des comportements narcissiques et hédonistes, centrés sur la préservation du confort immédiat au détriment du développement futur et des autres. Plutôt que d'encourager les individus à rester figés dans leur état actuel, surtout lorsque celui-ci est source de souffrance, il est plus constructif de les inciter à voir leur situation comme transitoire. Il est essentiel de leur montrer qu'ils possèdent le pouvoir de changer leurs conditions pour le mieux et de les encourager à maintenir des standards élevés tout en leur fournissant un soutien pour les aider à atteindre ces standards. L'approche du mouvement de l'estime de soi revient à dire à quelqu'un « tu es incompétent, tu l'as toujours été et tu le seras toujours, mais je t'aime comme tu es ». Cela est profondément déprimant, car si aucun progrès n'est possible, pourquoi essayer? Comment s'améliorer? Comment avoir de l'espoir? Les individus s'accrochent à un mindset fixe pour de bonnes raisons. À un moment donné, cet état d'esprit leur a servi de protection, leur a fourni une estime de soi, leur a permis de croire qu'ils étaient intelligents et talentueux. Ce mindset a peut-être même été la voie la plus rapide vers le respect des autres. Mais à quel prix? Celui de renoncer à ce que tu pourrais devenir. Cependant, embrasser un gros mindset, c'est accepter de faire face aux critiques, aux difficultés et aux échecs. Ce processus de transformation est souvent douloureux et perturbant, car il te force à affronter tes faiblesses. Cependant, affronter ces difficultés est essentiel pour grandir et devenir véritablement soi-même. Sans évolution, tu n'auras jamais l'occasion de découvrir ton potentiel réel. Il est tentant de penser que pour être satisfait de sa vie, il faut être le meilleur dans tous les domaines. Mais cette approche conduit soit à la stagnation, soit à l'épuisement face à l'échec. L'acceptation de soi et de sa liberté de grandir permettent un épanouissement authentique en se concentrant sur ce que l'on aime et en s'impliquant avec curiosité et passion. Maintenant que nous avons abordé ce qu'était un fixed mindset, que nous avons compris pourquoi on l'adopte et les inconvénients qu'il apporte, on va pouvoir voir son contraire, le growth mindset. Le concept de growth mindset repose sur une conviction fondamentale, celle que nos compétences les plus élémentaires peuvent être développées par l'effort, des stratégies adéquates et l'appui des autres. Dans cette optique, les talents innés, tout comme les défis rencontrés, ne sont que des points de départ dans une quête de développement personnel. La passion pour la persévérance et le dépassement de soi, surtout en temps de crise, incarne l'essence de cet état d'esprit. C'est cette mentalité qui permet aux gens de surmonter les périodes les plus sombres de leur existence, en cultivant une attitude résiliente face aux difficultés. Vous vous demandez peut-être pourquoi changer?
Pourquoi s'aventurer dans la souffrance et l'inconfort du changement? Pourquoi adopter un growth mindset? Comme nous l'avons vu plus tôt, adopter un growth mindset transforme non seulement ta perception du monde, mais aussi la manière dont tu interagis avec celui-ci. Il s'agit d'une philosophie qui encourage la résilience face aux défis, ouvrant la porte à des expériences risquées et potentiellement fructueuses. Et même en cas d'échec, la leçon apprise devient une forme de réussite. Cette approche permet de bâtir une véritable confiance en soi, fondée sur la persistance, la curiosité et la détermination, plutôt que sur l'intelligence, la rapidité ou les talents innés. Lorsqu'une tâche difficile se présente, un growth mindset nous aide à maintenir la foi en nos capacités, nous évitant de céder à la pression. Au lieu de sombrer, nous nous adaptons et nous en sortons plus forts. Contrairement à ceux qui adhèrent à un fixed mindset, les personnes avec un growth mindset embrassent l'échec et le voient comme une opportunité de croissance. Elles voient chaque obstacle comme une chance de perfectionner leurs compétences, un tremplin vers une version améliorée d'elles-mêmes. Cet état d'esprit s'avère crucial pour l'apprentissage. Accompagné d'exigences élevées et d'un soutien émotionnel adéquat, il te permettra de repousser tes limites et de réaliser ton plein potentiel. En outre, il t'offrira une évaluation plus honnête de tes capacités. En effet, lorsque tu crois que tu peux t'améliorer, tu deviens à même de reconnaître tes faiblesses, sans crainte que cela affecte négativement ton image de soi. On va maintenant se demander quelles sont les conditions d'émergence d'un tel état d'esprit. Cet état d'esprit prospère dans les environnements où les attentes sont élevées, mais où un soutien émotionnel significatif est également disponible. Les personnes avec un growth mindset prennent le plus de plaisir lorsqu'elles se trouvent face à des défis. Elles trouvent satisfaction non pas dans la facilité, mais dans la possibilité de se dépasser. Un aspect fascinant du growth mindset est son impact sur la réponse à la dépression. Des études montrent que plus une personne avec un growth mindset est déprimée, plus elle va prendre des mesures actives pour faire face à ses problèmes. Cette réaction contraste avec l'apathie souvent observée chez ceux qui adoptent un fixed mindset. Les premiers voient dans leurs difficultés une occasion d'apprendre, tandis que les seconds perçoivent leurs échecs comme une définition permanente de leur valeur. Le psychiatre Paul Conti, dans ses recherches sur la santé mentale, suggère que celle-ci repose sur deux piliers, l'agentivité et la gratitude. L'agentivité renvoie à la capacité d'agir sur les événements au lieu de les accepter passivement. La gratitude, quant à elle, consiste à apprécier les choses que l'on possède et les opportunités qui s'offrent à nous. Un growth mindset favorise ces deux dimensions, en incitant les individus à prendre des initiatives, à reconnaître la valeur de leurs efforts et à être reconnaissants pour les leçons tirées des défis. En adoptant un growth mindset, les individus redéfinissent le cadre interprétatif de leur réalité. Au lieu de centrer leurs pensées sur le jugement, comme c'est souvent le cas avec un fixed mindset, ils privilégient l'apprentissage et l'amélioration. Ils restent sensibles aux informations positives et négatives, mais les perçoivent comme des éléments constructifs dans leur quête d'amélioration. Là où un fixed mindset pousse à éviter l'échec, un growth mindset encourage à l'affronter pour en tirer des enseignements. Une distinction essentielle à faire ici est que la confiance ne doit pas précéder la compétence. Pour ceux avec un growth mindset, il n'est pas nécessaire d'être confiant dans un domaine pour commencer. Il suffit d'agir. La confiance se développe progressivement à mesure que l'on maîtrise une nouvelle compétence. En revanche, une confiance non fondée sur la compétence peut être plus préjudiciable qu'un manque de confiance, car elle fausse la perception de soi et mène inévitablement à des échecs non préparés. En conclusion, un growth mindset permet non seulement de mieux estimer ses capacités, mais aussi de mieux appréhender la vie dans son ensemble. Il ouvre des perspectives de développement personnel, authentiques et durables, en s'appuyant sur la résilience, la curiosité et l'effort. Dans cette optique, l'échec n'est jamais une fin en soi, mais une étape sur le chemin de la maîtrise et de la réalisation de soi. Maintenant que nous avons vu les avantages à développer un growth mindset, j'aimerais vous présenter le premier outil, la première technique que vous allez pouvoir utiliser pour favoriser le développement de votre growth mindset, mais aussi celui des personnes qui vous entourent afin de les aider à performer à leur meilleur niveau. Cet outil va vous permettre de vous détacher de votre fixed mindset et de vous orienter vers un growth mindset. Et cet outil est très simple. Il faut impérativement arrêter les compliments sur l'intelligence et le talent. Dire à une personne, enfant ou adulte, qu'il est intelligent entraîne une baisse des performances et une peur d'entreprendre de nouvelles choses. Pourquoi ? Tout simplement car cela encourage la construction d'un fixed mindset.
L'étiquette est certes positive, mais paralyse la personne. Elle ne peut plus se permettre d'échouer, sinon elle sera stupide ou incapable. Je ne vous dis pas non plus d'abandonner tout compliment et de simplement ignorer les réussites de vos proches. À la place, il faut les complimenter en mettant l'accent sur le processus, plutôt que sur le résultat. De cette façon, vous encouragez le développement d'un growth mindset et cela participe à augmenter les performances de la personne. Une étude a fait passer un test identique à des enfants et ils ont performé similairement dans les trois groupes. Puis, dans un premier groupe, ils ont fait des compliments sur la capacité, comme tu es intelligent ou tu es vraiment doué. Au deuxième groupe, ils ont fait des compliments sur l'effort. Le troisième groupe est le groupe contrôle, auquel ils n'ont rien dit. Puis, ils leur ont donné un autre test de même difficulté. Le groupe contrôle a performé similairement au premier test, et c'est là que ça devient surprenant. Le groupe complimenté sur leur intelligence a performé moins bien, et celui complimenté sur les efforts a mieux performé. Puis les chercheurs ont décidé d'ajouter une dernière partie à cette expérience, durant laquelle les enfants ont fait d'autres tâches qu'ils ont ensuite rapportées au tableau devant les autres enfants. Et c'est là que ça devient inquiétant. Les enfants complimentés sur leur talent ou leur intelligence vont mentir sur leur performance en l'augmentant, et cela même lorsqu'ils ont déjà une bonne réussite. Une autre étude a comparé ces deux états d'esprit chez des enfants de 5 ans. Les enfants étaient observés en train de réaliser des puzzles et les chercheurs ont remarqué deux types de comportements. Certains enfants refusaient d'essayer des puzzles plus difficiles et restaient sur des puzzles simples qu'ils arrivaient à faire aisément, là où d'autres enfants s'aventuraient avec enthousiasme dans des puzzles plus difficiles et s'exclamaient de joie devant la difficulté. Ces enfants semblaient prendre bien plus de plaisir non seulement dans la difficulté, mais dans l'expérience de jeu en général. Ces deux études illustrent parfaitement les bienfaits concrets d'un growth mindset et des compliments sur l'effort. Mais elles montrent aussi, et peut-être surtout, les conséquences néfastes d'un fixed mindset et par-dessus tout, des compliments sur le talent ou l'intelligence. Les labels de talent ou d'intelligence ont un effet négatif sur les performances présentes et futures des personnes que l'on complimente. Malheureusement, la bonne intention ne suffit pas. Alors, si tu as leur intérêt à cœur, commence à complimenter les personnes sur leurs efforts, sur le processus, plutôt que sur le résultat. Ce principe ne s'applique pas uniquement aux autres, il s'applique aussi à la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes. Tu as donc tout intérêt à te récompenser pour tes efforts, pour le chemin parcouru, plutôt que pour le résultat final. Entraîne ton dialogue interne, reprends-toi à chaque fois que tu utilises un label de talent et concentre-toi sur l'effort et le processus. Malheureusement, c'est généralement le contraire de ce que propose le mouvement des affirmations positives. Ce mouvement encourage bien trop souvent le développement de labels de talent, comme le fait de se répéter tous les matins devant son miroir: je suis une personne intelligente, drôle et courageuse. Je suis une personne intelligente, drôle et courageuse. Or, comme on l'a vu, de telles affirmations font plus de mal que de bien, puisque dorénavant, toutes les fois où tu te tromperas, où tu ne sauras pas quelque chose et où tu feras une mauvaise blague deviendront une preuve de ta stupidité et de ton manque d'humour. Ainsi, oriente ton dialogue interne vers l'utilisation de verbes plutôt que sur des mots. Cela donnerait quelque chose comme: je suis à même d'apprendre de mes erreurs et je fournirai les efforts nécessaires pour atteindre mon objectif. Néanmoins, il faut que les labels soient rattachés à une vraie chose. Cela ne sert à rien de complimenter sur ses efforts et son assiduité quelqu'un qui a réussi un examen sans travailler. Le cœur de cet outil est de changer ces narratifs de performance vers des narratifs mettant en avant les efforts, de passer de compliments composés de mots vers des compliments utilisant des verbes. Par exemple, si je pense que je suis capable de fournir les efforts nécessaires, cela dépend de moi, j'ai un contrôle dessus, je suis capable de réussir à nouveau, alors que si j'ai une bonne mémoire, ce n'est pas le cas pour autant que je sois un bon musicien. Penser nos succès et défaites avec des verbes au lieu d'adjectifs nous encourage à penser que l'on est capable de faire quelque chose de manière générale. Maintenant que nous avons vu les bénéfices liés au développement d'un growth mindset et comment favoriser son développement, j'aimerais rendre tout cela un peu plus concret. On va donc voir quelques domaines où tu pourras appliquer ton growth mindset. Le premier domaine d'application est un domaine dans lequel le développement d'un growth mindset s'est avéré le plus bénéfique. C'est un domaine qui nous concerne tous, d'autant plus si tu es étudiant, enseignant ou coach. En effet, le growth mindset a montré ses meilleurs résultats lorsqu'il s'agissait d'apprentissage scolaire ou sportif. De nombreux professeurs et entraîneurs ont conduit leurs élèves vers l'excellence en leur inculquant cet état d'esprit. Alors, comment ont-ils fait?
Plutôt que de féliciter des attributs comme l'intelligence innée ou la facilité dans une discipline, tes mentors valorisent l'effort et l'engagement dans le processus d'apprentissage. Ils fixent des standards élevés et aident les élèves à les atteindre en insistant sur le travail acharné plutôt que sur la facilité. Lorsqu'un élève échoue, ils ne minimisent pas l'échec, mais l'intègrent dans le parcours éducatif. Ils apprennent à leurs élèves à analyser leurs erreurs, à identifier les domaines d'amélioration et à intensifier leurs efforts pour progresser. Ils leur montrent qu'ils tiennent à eux, peu importe à quelle étape de l'apprentissage ils sont, et que chaque état est momentané et peut être amélioré avec de la volonté, une bonne méthode et de la consistance. Ils encouragent la maîtrise parfaite des bases, et surtout, leur mindset se transmettait aux élèves au travers de leurs actions et de leurs paroles. Le growth mindset est un outil puissant que l'on peut appliquer à soi-même pour atteindre ses objectifs. Pour cela, il te suffit de te traiter comme un élève. Fixe-toi des standards élevés tout en acceptant les échecs comme une source d'apprentissage. Que ce soit dans le sport, dans tes études, au travail ou dans des domaines créatifs, le growth mindset te permettra de retrouver un sens d'agentivité et de gratitude dans ta vie. Il t'ouvrira de nouvelles perspectives, soutiendra tes objectifs les plus ambitieux et te poussera à l'action. L'objectif est que tu progresses chaque jour un petit peu et à force de consistance et de patience, tu atteindras tes objectifs. On dit souvent que la comparaison est le voleur de joie. Tu trouveras toujours quelqu'un qui a fait mieux, plus vite et dans de pires conditions que toi. Mais la comparaison peut aussi être source de joie si tu te compares à celui que tu étais hier. Cela surlignera les progrès que tu as faits et ne manquera pas de te motiver pour les progrès qu'il te reste à faire. Comme l'a si bien dit Jordan Peterson, compare-toi à celui que tu étais hier, pas à quelqu'un d'autre. Un autre domaine où le développement d'un growth mindset vous aidera énormément est celui des relations sociales. Être capable d'approcher des inconnus et de créer de nouvelles relations est quelque chose que beaucoup d'entre nous aimeraient être capables de faire. Mais bien trop souvent, nous sommes terrifiés à l'idée de faire le premier pas. Je te propose de voir maintenant comment le growth mindset peut t'aider à franchir le pas. Mais pour commencer, nous allons essayer de comprendre d'où vient cette peur. On sait que l'on a tendance à éviter d'engager des discussions avec des inconnus, que ce soit dans le train, l'avion ou au bar, malgré notre envie de le faire. Dans le même sens, tu as sûrement du mal à engager des discussions plus profondes, et tu restes souvent en surface, malgré ton envie d'avoir ces discussions. Mais pourquoi ? Il y aurait plusieurs raisons à cela. Premièrement, on a tendance à sous-estimer les émotions positives et surestimer la gêne que nous-mêmes et l'autre personne allons ressentir à la suite de l'interaction. Alors qu'en réalité, les études montrent que les deux personnes sont positivement surprises d'à quel point elles ont apprécié une discussion profonde avec un inconnu. Deuxièmement, le fait de s'engager dans une conversation implique un degré élevé d'incertitude. La discussion peut prendre une infinité de directions. Ce manque de certitude dans tes prédictions te retient de t'engager dans la discussion par peur qu'elle tourne mal. Alors que, et tu le sais très bien, cela est extrêmement rare. Et troisièmement, l'apprentissage est biaisé vers les interactions négatives. Mettons que tu souris aux personnes que tu croises dans la rue. Sur 10 personnes, une seule ne te sourit pas en retour. Eh bien, cette seule expérience aura plus d'influence sur ta perception que les 9 fois où la personne t'a souri en retour. Peut-être même que cette seule expérience suffira à te faire arrêter de sourire aux personnes que tu croises. Alors, comment le growth mindset peut-il nous aider à avoir plus d'interactions ? Une personne avec un fixed mindset aura peur d'être étiquetée comme socialement déplacée et gênante, et pour conserver son image d'elle-même, refusera de prendre le risque de parler avec un inconnu. A l'inverse, si tu as un growth mindset, que tu sois introverti ou extraverti, tu oseras t'aventurer dans de nouvelles interactions, et tu seras capable d'accorder une place moins importante aux interactions négatives dans ton jugement. Tu auras tendance à voir chaque occasion de discuter comme la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau et de partager un moment positif avec une autre personne. Mais pour cela, il faut enlever une dernière barrière qui te bloque l'accès à de nouvelles rencontres. Il faut revoir ta façon de juger les autres. En effet, on a tendance à sous-estimer l'individu moyen, à penser qu'il n'est pas digne de confiance, peu empathique, plus moqueur, autant de raisons de ne pas interagir avec une nouvelle personne. Une étude a illustré parfaitement ce phénomène et a montré que notre perception de l'autre était bien trop négative et ne correspondait pas du tout à la réalité. Les chercheurs ont demandé à des milliers d'étudiants de Stanford de décrire comment ils étaient personnellement et comment ils voyaient l'étudiant moyen de Stanford. Pour cela, les étudiants répondaient à un questionnaire évaluant une multitude de dimensions, comme à quel point aimes-tu aider les autres,
et à quel point l'étudiant moyen aime aider les autres. Ou à quel point as-tu envie de rencontrer de nouvelles personnes sur le campus et à quel point l'étudiant moyen a-t-il envie de rencontrer de nouvelles personnes. Contre toute attente, les chercheurs se sont retrouvés avec deux descriptions de Stanford radicalement différentes. La première, composée des vrais étudiants, était empathique, mourait d'envie de rencontrer de nouvelles personnes et voulait aider les autres lorsqu'ils étaient en difficulté. Le deuxième Stanford existait dans l'esprit des étudiants. L'étudiant moyen, d'après eux, était moins empathique, plus jugeur et moins amical. Ces résultats montrent clairement notre tendance à sous-estimer les autres. Et les chercheurs se sont aussi rendus compte que les étudiants qui avaient cette vision négative avaient moins de chances de commencer une discussion avec un autre étudiant et se sentaient donc plus seuls en conséquence. L'étudiant entre ainsi dans un cercle vicieux où plus il se sent seul, plus son jugement des autres est négatif, plus le fait d'engager une discussion devient compliqué et donc plus il se sent seul. Donc, la prochaine fois que tu vas engager la conversation avec quelqu'un, prends un peu de recul et rappelle-toi que l'autre personne a très probablement autant envie que toi de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir une discussion profonde. Maintenant que nous avons vu les caractéristiques de ces deux mindsets et certains domaines d'application, nous allons voir comment les développer. Tout d'abord, on va se poser certaines questions. Je t'encourage à au moins y répondre dans ta tête. Le but va être de découvrir quelques-uns des narratifs constituant ton identité. Dans quoi est-ce que l'on t'a dit que tu étais bon? Dans quoi est-ce que l'on t'a dit que tu étais mauvais? Quels sont les domaines dans lesquels tu te dis que tu es bon ou mauvais? À quoi est-ce que tu es fort? Et pourquoi? Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce que tu as mis beaucoup d'efforts? Et à l'inverse, pourquoi est-ce que tu n'es pas bon à d'autres choses? Est-ce que c'est parce que tu n'as jamais vraiment essayé? Est-ce que c'est à cause d'un échec au début? Ou est-ce que c'est parce que tu as essayé encore et encore, mais n'as jamais réussi à atteindre un niveau satisfaisant? N'hésitez pas à faire pause pour noter vos réponses ou juste prendre le temps d'y penser correctement. On va maintenant se concentrer sur l'origine des narratifs. D'où est-ce que proviennent ces messages? Est-ce que ça vient de tes parents? Ou de tes professeurs? De tes coachs? Ou est-ce que malgré des retours positifs, tu as décidé que tu n'étais pas bon dans ce domaine? Ou l'inverse, est-ce que malgré de nombreux retours négatifs, tu as persisté encore et encore? À quel point est-ce que ces narratifs sont liés à ton identité? Et surtout, comment est-ce que tu te sers de ces événements pour te définir? Voilà, c'était des exemples de questions que tu peux utiliser pour t'aider à repérer les narratifs à l'origine d'un fixed mindset. Je t'encourage fortement à réfléchir à ces questions, à les appliquer à différents domaines de ta vie. Car comme l'a si bien dit Frank Otlo, je cite, surveillez vos pensées, elles deviennent vos paroles. Surveillez vos paroles, elles deviennent vos actions. Surveillez vos actions, elles deviennent vos habitudes. Surveillez vos habitudes, elles deviennent votre caractère. Surveillez votre caractère, il devient votre destin. Fin de la citation. Maintenant que tu sais comment reconnaître tes narratifs, que tu es capable de prendre un pas de côté, de nettoyer la fenêtre au travers de laquelle tu vois le monde, nous allons voir comment développer un growth mindset. Cet exercice t'aidera à reconnaître les patterns de pensée négatifs qui émergent lorsque tu es face à un défi. Carol Dweck insiste sur le fait que le changement de mindset est un voyage, qu'il faut garder en tête le fait que l'on fera des erreurs, que l'on n'adoptera pas toujours ce mindset, mais que cela fait partie du processus. Ce protocole est un résumé de celui détaillé par Carol Dweck dans son livre. J'espère qu'il te sera utile. Il se décompose en 5 étapes. Première étape. La première chose est de reconnaître et d'embrasser les domaines dans lesquels tu as un fixed mindset. Mais cela ne veut pas dire que tu dois accepter les conséquences de son apparition. La deuxième étape est de prendre conscience des éléments qui déclenchent cet état d'esprit. Ça peut être des situations, des pensées, des souvenirs. C'était quand la dernière fois que tu t'es mis dans cet état d'esprit? Qu'est-ce qui a déclenché son apparition? Quelles ont été tes pensées? Comment elles t'ont fait te sentir? Prends note de tous ces éléments d'observation. Prends le temps de définir les caractéristiques de la personne que tu es dans ces moments-là, car la troisième étape consiste simplement
à donner un nom à cette personne. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais ça t'aidera à repérer lorsque ces caractéristiques referont surface. Quatrièmement, maintenant que tu as une idée précise de la personne que tu es dans ces moments, de ce qui l'a fait apparaître et de comment tu agis, que tu es à même de repérer lorsque cette personne fait surface dans ton quotidien et de modifier ton attitude vers une attitude plus conforme à tes objectifs et ta croissance, prends le temps de penser consciemment au message que cette partie de toi renvoie. Puis, pense à ce que tu veux vraiment faire, explicite les étapes à prendre et lance-toi. Et la dernière étape. Maintenant que tu as adopté un gros mindset pour toi-même, tu es capable de reconnaître et d'apprendre à d'autres personnes à changer d'état d'esprit, notamment en explicitant certaines assumptions derrière leur comportement, en leur indiquant la marche à suivre pour changer et en reflétant l'image qu'ils leur envoient. Et n'oublie pas l'exemple des coachs et professeurs que l'on a vus précédemment. La transmission d'un gros mindset se fait au travers des actions. Les actions doivent donc refléter cet état d'esprit. Comme je vous l'ai dit plus tôt, tu risques de rencontrer des difficultés et de faire des erreurs. Et même si cela fait partie du processus, on va survoler quelques-unes des erreurs majeures pour que tu puisses les éviter. Tout d'abord, comme je l'ai dit au début de l'épisode, le growth mindset ne signifie pas non plus que tout ce qui peut changer devrait changer. Tout d'abord, comme je l'ai dit au début de l'épisode, le growth mindset ne signifie pas non plus que tout ce qui peut changer devrait changer. Tu dois accepter certaines de tes imperfections, notamment celles qui n'ont pas de grosses conséquences négatives sur ton quotidien ou sur celui des personnes qui t'entourent. L'erreur majeure est de penser que la volonté d'esprit suffit pour changer. Bien que tentante, elle nous fait retomber dans un fixed mindset, puisque si l'on n'arrive pas à changer, cela signifie que l'on est faible et sans volonté. C'est souvent une approche que les gens ont lorsqu'il s'agit d'arrêter de fumer ou d'une perte de poids. Bien que certaines personnes réussissent avec cet état d'esprit, cela n'enlève pas le fait que pour la majorité, cette approche vous condamne au moindre échec. Cette idée de volonté te fait penser que tu n'as pas besoin d'appliquer des stratégies précises ou de réfléchir aux différentes manières de faciliter le changement, puisqu'au final, tout repose sur ta volonté. Tu te contenteras d'une démarche vague afin de te préserver en cas d'échec. Ne te laisse pas tyranniser par ta fierté, accepte ta situation, fais preuve d'humilité et rappelle-toi que le point de départ n'a pas d'importance. La bonne approche consisterait à agir comme un scientifique, c'est-à-dire à chercher et à appliquer des stratégies, puis à observer les résultats et à modifier les stratégies en conséquence, sans attacher d'importance morale aux échecs. Le but étant de trouver ce qui marche et de capitaliser dessus au long terme. Dès lors que tu abandonneras la dichotomie bon-mauvais, fort-faible qui découle du fixed mindset, tu pourras apprendre de tes erreurs, corriger ta trajectoire et maintenir ta motivation. Un autre problème que tu es sûr de rencontrer est un retour momentané vers ton ancien état d'esprit. Alors, comment gérer lorsque ton ancien état d'esprit refait surface? Une chose qu'il est important de comprendre avant de commencer à développer un growth mindset est que votre ancien état d'esprit ne va pas disparaître du jour au lendemain et reviendra sûrement te hanter dès que tu feras face à quelque chose de difficile. Il est impératif que tu sois capable de repérer ces pensées intrusives, ce sentiment d'impuissance, et que tu reviennes ensuite vers un growth mindset en recontextualisant la situation. Les nouvelles croyances se développent à côté des anciennes, et au fur et à mesure qu'elles deviennent plus fortes, elles t'offriront une nouvelle façon de voir les choses. Ce qui est essentiel, ce n'est pas la réaction instinctive que tu peux avoir dans les premières secondes, mais bien la capacité à t'entraîner à modifier ton état d'esprit après cette première réaction. La capacité à réorienter ton attention vers un growth mindset, vers l'apprentissage et la croissance. Les études montrent que les individus dotés d'un fixed mindset réagissent avec une émotion intense lorsqu'ils sont confrontés à une erreur. Cependant, s'ils prennent du recul et se concentrent activement sur les raisons qui les ont conduits à cette erreur, ce processus peut avec le temps se renforcer et permettre un changement d'état d'esprit. Se focaliser sur l'erreur plutôt que sur la réaction émotionnelle est un élément clé de la construction d'un growth mindset. Toutefois, il nous manque un facteur déterminant pour explorer pleinement les bénéfices des situations difficiles. Le stress is enhancing mindset. Même si les expériences stressantes sont désagréables sur le moment, elles constituent le chemin emprunté par toutes les personnes ayant déjà réussi quelque chose de grandiose. Or, il se trouve que la façon dont la plupart de la société voit le stress est complètement absurde. Dr. Alia Crum, une grande chercheuse dans l'étude du stress, pointe du doigt cette croyance commune que le stress est handicapant. En effet,
la majorité d'entre nous voyons le stress comme quelque chose qui nuit à nos performances et à notre santé. De facto, on en conclut qu'on devrait éviter tout stress. Le travail d'Aliacom a montré que cette vision du stress était à la fois fausse et inutile. Fausse, car le stress est généralement dû au fait que nous ayons choisi de nous engager dans une tâche difficile, comme réussir nos études, présenter un projet important au travail ou avoir une discussion difficile avec un proche. Et inutile, car avec cet état d'esprit, lorsque l'on remarque que l'on est stressé, on rentre dans un cercle vicieux où l'on stresse sur le fait d'être stressé. Aliacom a proposé une autre croyance, celle que le stress peut nous aider à améliorer nos performances, appelée Stress is an Enhancing Mindset. Avec cet état d'esprit, le stress devient une source d'énergie qui améliore nos performances. Cette croyance encourage les gens à embrasser leur stress et à s'en servir comme un atout pour atteindre leurs objectifs. Pour cela, il faut distinguer l'objet causant le stress et le stress lui-même en tant que réponse de l'organisme. L'objet, surtout s'il est psychologique, est rarement bon ou mauvais en soi, mais notre réaction à cet objet peut être bonne ou mauvaise. Alors, qu'est-ce qui cause une réponse négative au stress ? La façon dont les gens interprètent une situation les oriente vers une réponse positive ou négative. Alors, comment bien interpréter une situation stressante ? Premièrement, tu dois évaluer la sévérité de la tâche, c'est-à-dire quelle quantité d'efforts tu vas devoir fournir, combien de choses tu vas devoir gérer et quelles sont tes chances de réussite. Ensuite, tu devras évaluer les ressources qui sont à ta disposition, comme les personnes qui peuvent t'aider, le temps de préparation et tes capacités. Maintenant que tu as fait un état des lieux, que tu as une idée claire de ce qui t'attend et des ressources disponibles, tu peux choisir de répondre à l'objet stressant de deux façons, en le voyant comme une menace, comme un défi. La plupart du temps, les gens perçoivent l'objet stressant comme une menace, surtout lorsque le niveau de demande est trop élevé et le niveau de ressources trop bas. Ils voient donc la tâche comme insurmontable et se préparent à échouer. Ton corps se prépare alors à encaisser des dommages et une défaite. Ton sang s'accumule dans les parties centrales du corps. C'est une réponse évolutive visant à réduire la perte de sang en cas de blessure aux extrémités. Tes niveaux de cortisol s'envolent afin de prévenir une potentielle blessure et tes niveaux de testostérone chutent car une défaite tend à réduire les niveaux de testostérone, aussi bien chez l'homme que la femme. De plus, tu deviens plus sensible aux émotions négatives comme l'anxiété, étant donné que ton cerveau s'inquiète pour ta survie. Et cerise sur le gâteau, tu vas sous-performer car tes neurones reçoivent du sang moins oxygéné. A l'inverse, lorsque les ressources sont suffisantes pour répondre à la forte demande, tu es à même de percevoir l'objet stressant comme un défi surmontable. Dans ce cas, ton corps se prépare pour réussir. Ton cœur envoie plus de sang dans l'ensemble du corps, ce qui amène plus d'oxygène aux muscles et au cerveau. Ton corps produit moins de cortisol et produit plus de testostérone, car ton cerveau s'attend à mériter le prestige qui vient avec le fait de sortir victorieux. Tu es moins anxieux, plus confiant et plus motivé, ce qui te permet de mieux performer. On voit bien que les deux réponses ont deux buts radicalement opposés. Dans l'une, tu essaies de minimiser les dégâts, dans l'autre, tu cherches à réussir. Et tu vas le voir, cela s'applique en situation réelle et concrète. Jeremy Jamison, un professeur de psychologie, a mené une série d'expériences visant à convaincre des élèves que leur stress n'était pas une demande supplémentaire, mais bien une ressource supplémentaire. Il a ensuite observé les effets que ce changement aurait sur leurs résultats. Jamison part du principe qu'en voyant le stress comme une ressource, les étudiants considéraient alors avoir suffisamment de ressources pour réussir, ce qui entraînerait une réponse de défi face à l'élément stressant. Pour cela, les étudiants ont lu un article scientifique présentant les effets positifs que le stress peut avoir sur leur performance et se finissant avec un encouragement à se rappeler ces informations durant l'évaluation qui aura lieu plus tard dans la journée. Il a observé deux groupes de participants. Un groupe d'étudiants à Harvard qui allait passer l'évaluation d'admission en master et un autre groupe avec des adultes plus âgés qui allaient passer 3 tests de maths niveau lycée. Les résultats ont été stupéfiants. La croyance que le stress pouvait améliorer leur performance a permis aux étudiants d'Harvard de monter leur score en maths au test d'entrée en master à une moyenne de 770 sur 800, contre 705 dans le groupe contrôle. La différence entre ces deux moyennes correspond à la différence entre être admis dans un master médiocre et dans un master de haut vol. Dans l'autre expérience, les participants étaient exposés à l'article après la première évaluation. Et il a trouvé que les adultes exposés au texte ont performé mieux aux 2 examens suivants, contrairement au groupe contrôle, qui a performé de pire en pire. De plus, il a mesuré les niveaux de cortisol et de testostérone et s'est rendu compte que le changement de croyance
a causé une diminution du cortisol et une augmentation de la testostérone pour le reste du semestre, là où le cortisol est resté constant dans le groupe contrôle. Ce qui nous montre bien que le changement de croyance permet d'éviter aux étudiants de tomber dans un cercle vicieux de dégradation des performances. Ainsi, penser le stress comme une ressource supplémentaire aide à la fois les étudiants qui excellent et ceux qui ont des difficultés. Néanmoins, il s'est aussi rendu compte que cette croyance ne s'étendait que rarement aux autres domaines de la vie, comme les interactions sociales ou les discours. Il a donc décidé de trouver un moyen de résoudre ce problème de transfert. En effet, le but serait d'étendre cette façon de voir le stress à tous les domaines de la vie. Mais comment faire ça? Comment développer une attitude de défi face à tous les stress de la vie? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Et pour cela, on va relier toutes les connaissances dont nous avons parlé jusque-là. Il s'avère que le problème de transfert a été résolu par David Jaeger, un chercheur travaillant notamment sur le growth mindset et auteur du livre 10 to 25, The Science of Motivating Young People, dans lequel il détaille cette solution. Il développe l'idée du synergistic mindset, ou d'état d'esprit synergique. Cet état d'esprit fait le lien entre growth mindset et stress is enhancing mindset. En effet, si tu as un growth mindset, que tu embrasses les défis, alors tu vas travailler aux limites de tes capacités et donc augmenter la sévérité des demandes, ce qui va augmenter tes niveaux de stress. Si tu penses que le stress est négatif, alors tu vas mal réagir à ces demandes supplémentaires. Tu vas donc sûrement chercher à te réfugier dans la procrastination ou à éviter complètement la situation, ce qui viendrait à empêcher ton développement. Maintenant, imaginons le cas inverse. Tu as un fixed mindset et tu vois le stress d'une façon positive. Dans ce cas, tu verras le stress comme un atout pour augmenter tes performances, mais tu ne t'embêteras pas à essayer de changer, puisque tu penses que tes faiblesses ne peuvent pas s'améliorer. Dans ce cas-là, un fixed mindset t'empêche de récolter les bienfaits du stress. Le synergistic mindset permet de rassembler le meilleur des deux mondes et semble idéal. Jaeger a donc décidé de mener une expérience afin de tester les effets de cet état d'esprit. Cette étude a pour but de provoquer un stress social. Les chercheurs ont pris différentes mesures du stress, comme la pression sanguine aux extrémités, la cadence de respiration et le rythme cardiaque. Une fois les participants branchés, ils leur présentent l'intervention sur le synergistic mindset et une fois l'intervention complétée, surprise, un rideau se lève et le participant se retrouve face à deux évaluateurs qui ont pour consigne de ne pas être impressionnés. Le participant doit alors donner un discours de 5 minutes sur ce qui fait que quelqu'un de leur âge est populaire et aimé. Ils sont aussi informés qu'ils seront jugés en fonction de leurs connaissances sur le sujet. Le discours est doublement stressant pour les participants, car les gens trouvent généralement difficile de parler devant une audience, et car le sujet crée une forte implication. Si ton discours est mauvais, c'est que tu dois être impopulaire. Durant le discours, les évaluateurs restent de marbre et jugent chacun des mouvements du participant en écrivant sur une feuille, ce qui semble confirmer le manque de statut du participant. Après le discours, deuxième surprise, les participants doivent compter aussi vite que possible, à l'envers de 17 en 17, en partant de 968, soit 968, 951, 934, 917, 900. À chaque erreur, les évaluateurs l'arrêtent et le font recommencer. Après 5 longues minutes de souffrance, les participants sont autorisés à prendre une pause et c'est la fin de l'expérience. Une bonne réponse à ce test serait une réponse de défi face aux épreuves et pas une réponse de menace. D'après toi, comment les chercheurs ont-ils fait la différence entre les deux réponses? Pour savoir quelles réponses ont eu les participants, les chercheurs ont observé la pression sanguine aux extrémités du corps. Dans une réponse négative, les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui augmente la pression sanguine. À l'inverse, dans une réponse de défi, les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui réduit la pression sanguine aux extrémités. Et rappelle-toi, on a vu qu'une telle réponse était associée à une attitude de défi. Les résultats étaient clairs. Les participants du groupe contrôle montraient une pression sanguine élevée dans les extrémités, et certains se sont sentis tellement menacés qu'ils ont arrêté de parler au milieu du discours, préférant ne rien dire que de paraître stupides. Dans le groupe exposé au synergistic mindset, c'est-à-dire à la combinaison du growth mindset et du stress is enhancing mindset, les participants ont une pression sanguine bien plus faible aux extrémités, ce qui montre qu'ils ont adopté une attitude de défi face au stress, et ce qui leur a permis d'amener plus d'oxygène à la fois à leurs muscles et au cerveau. Cela a aussi permis de montrer que l'intervention ne permettait pas de faire disparaître le stress, car leur cœur battait à chamade et d'un point de vue extérieur, ils semblaient tout aussi stressés. Mais ce stress était positif, il leur a permis d'optimiser leur performance.
En effet, le growth mindset a permis aux participants de voir le discours et les calculs mentaux comme quelque chose de moins terrifiant et plus comme une opportunité de se défier eux-mêmes. De là, le stress is enhancing mindset leur a permis de voir leur réponse corporelle au stress comme une ressource supplémentaire qu'ils pouvaient exploiter pour affronter le défi devant eux. Un autre fait important, des expériences supplémentaires ont montré que les effets positifs disparaissaient si les participants étaient exposés uniquement à l'un des deux états d'esprit. D'autres recherches ont permis de montrer que le synergistic mindset se transférait entre les différents aspects de la vie. Une simple intervention en ligne a permis de réduire les niveaux de cortisol sur plusieurs jours et a montré que les élèves obtenaient de meilleurs résultats aux examens finaux un an plus tard, surtout dans les cours les plus difficiles comme les sciences et les maths. Ce que tu dois absolument retenir est que ta posture face à l'élément stressant permet littéralement de changer ta réaction physiologique et de t'armer avec les ressources nécessaires à la réussite du défi. Tu dois donc embrasser l'inconfort lié à la croissance et adopter une attitude de défi face à la difficulté et la crainte. Je me rends compte que pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu vague et que tu te demandes peut-être comment t'orienter vers une bonne réaction au stress. Pour cela, il n'y a pas de secret, tu dois pratiquer. Dès que tu te retrouves dans une situation stressante, tu dois faire l'effort cognitif de te dire que tes mains moites, que l'accélération de ta respiration et que les battements de ton cœur sont une mobilisation de ressources supplémentaires par ton organisme pour t'aider à mieux performer. Au plus tu associes ces sensations aux efforts, à l'objectif que tu cherches à accomplir, au plus tu favorises cette façon de voir le stress de se produire naturellement. Au fur et à mesure, cela te demandera de moins en moins d'efforts cognitifs pour lier ton stress au growth mindset. Attention, ça ne veut pas non plus dire que le stress sera toujours plaisant à ressentir, ni que le stress est toujours bon. Personne ne va avoir la voix qui tremble, la transpiration et les maux de ventre avant de parler en public. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que le fait de voir le stress comme une ressource supplémentaire pour ton corps te permet de réduire ou d'ajuster ton stress en temps réel et te permet de comprendre que ce stress augmente tes niveaux d'attention de telle sorte que tu feras plus gaffe à tes erreurs, ce qui te permettra alors de les corriger dans le futur. Cet état d'esprit rejoint le growth mindset en permettant de rediriger son attention du corps vers les erreurs et leurs causes. On arrive sur la fin de l'épisode, et pour finir, j'aimerais vous présenter une série d'applications concrètes de ces deux états d'esprit. Cela permettra aussi de résumer les notions les plus importantes de l'épisode. Pour commencer, le scénario idéal d'apprentissage est celui où à la fois le professeur et les élèves possèdent un growth mindset. Tu es professeur, parent ou un aîné de la famille, tu peux l'enseigner aux plus jeunes afin de favoriser leur développement. Si tu es étudiant, tu peux l'enseigner à tes collègues et reprendre lorsqu'ils s'attribuent des labels négatifs et les orienter vers la reconnaissance de l'erreur comme une opportunité d'apprentissage. Ensuite, et c'est peut-être l'un des points les plus importants de cette discussion, utilise des verbes et non des labels pour faire des retours à la fois aux autres et à toi-même. Sinon, tu risques de nuire à tes futures performances ou à celles des autres que tu souhaites soutenir. Et ne mens pas dans tes retours. Ne dis pas que quelqu'un a travaillé dur pour sa bonne note si cela est faux. Ça ne fonctionnera pas. À la place, souligne le fait que le défi était à sa portée et que tu espères qu'il aura l'occasion de se défier dans une future évaluation. Et enfin, ce n'est pas grave si ta première réaction est celle d'un fixed mindset. Le but est de se rendre compte et de rediriger consciemment ton attention vers un growth mindset. Il n'y a pas nécessairement besoin de le faire dans l'immédiat. Parfois, l'échec est si dur que tu auras besoin d'attendre 1 ou 2 jours avant de pouvoir faire face au problème. Je t'encourage aussi fortement à bannir les affirmations positives si elles sont centrées sur tes talents ou ton intelligence. J'espère que tu as compris maintenant que cela encourage un fixed mindset et te fait plus de mal que de bien. N'hésite pas à demander de l'aide aux autres, à leur demander leur point de vue sur les sources de tes erreurs. Un point de vue extérieur remarquera des erreurs auxquelles tu es aveugle. Et enfin, je t'encourage lorsque tu es face à un défi, que tu te sens dépassé, d'écrire une lettre à quelqu'un qui devrait faire face au même défi. Dans cette lettre, tu lui détailles comment adopter un growth mindset et un stress is enhancing mindset. Tu lui expliques les bénéfices de ce changement d'état d'esprit et les différentes façons dont il pourrait l'appliquer à la situation. Cela te permettra d'établir une marche à suivre et facilitera ton avancée dans le développement d'un growth mindset. J'espère que cet épisode t'aura aidé à questionner certains de tes narratifs et à te rendre compte que ta situation n'est jamais une finalité. Pour conclure, j'aimerais te rappeler que ta transformation commence dès lors que tu reconnais la tyrannie imposée par tes croyances rigides. Comme l'a si bien dit Alan Alda, je cite, « Commence à remettre en cause tes propres assumptions. Tes assumptions
forme ta fenêtre sur le monde. Nettoie-les de temps en temps, où la lumière ne rentrera pas. En adoptant un growth mindset, tu détaches ton identité de ces labels, tu embrasses l'effort et tu orientes ton attention vers l'apprentissage. Cela ne se fait pas sans souffrance, car l'acte même de reconnaître tes insuffisances et d'y faire face te confronte à tes propres limites. Mais c'est précisément dans cette confrontation que réside la véritable croissance. Ce n'est qu'en acceptant les difficultés et les obstacles, en assumant la responsabilité de tes erreurs et en persévérant malgré les échecs que tu trouveras du sens à tes actions. Cet état d'esprit te place dans une quête pour la réalisation de ton potentiel. Compare-toi à la personne que tu étais hier, non à quelqu'un d'autre. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. Tu peux aussi rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Tu peux aussi t'abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. En tant qu'auditeur, je sais qu'on ne réalise pas toujours l'impact d'un abonnement ou d'une note 5 étoiles. Mais crois-moi, en tant que créateur, ces petites actions sont cruciales pour améliorer le référencement et continuer à faire grandir ce projet. Si tu as des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésite pas à leur en parler ou même à le partager en story. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de participer à cette aventure. Merci pour ton soutien et ta curiosité. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.